Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans les studios de la Voix des Grands Lacs et ce soir, nous allons aborder une nouvelle fois l'actualité de la région des Grands Lacs. Cette actualité commencera dans la République démocratique du Congo. Nous allons parler en quelques mots de la procédure qui est en cours, le processus électoral en cours en RDC, notamment les déplacements du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a visité l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les villes de Bukavu, dans les villes d'Uvira. J'ai vu les images dans la journée où il était sur un bateau en direction de Goma. Je n'ai pas pu suivre l'après-midi ce qu'il a fait à Goma. Mais en tout cas, nous allons voir de près ce qu'il en est de cette campagne électorale. Il y a deux préoccupations apparemment qui ressortent des discours du président face à la foule congolaise de l'Est. C'est d'abord sa position par rapport au président Paul Kagame et aussi il parle de ses candidats de l'étranger. Nous allons voir très probablement de qui il veut parler. Nous verrons ensuite la situation sur le terrain, la situation sécuritaire. Il est vrai que nous aimons le répéter, nous ne sommes pas des reporters de guerre, mais tout ce qui concourt à la paix ou qui va contre la paix des populations, nous devons en parler et dénoncer cela lorsque c'est nécessaire. Nous verrons ensuite quand même que au milieu de tout ça, il y a des signes d'espoir, des soutiens qui arrivent au président Tshisekedi, notamment de la part des Wazalendo. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Il y a d'autres sujets. Nous n'allons pas oublier que nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, parce que le 10 décembre de chaque année, c'est la Journée internationale des droits humains. Et nous verrons si vraiment les droits humains sont respectés dans la région qui nous préoccupe tant, notre région d'origine. S'il y a des sujets connexes, nous les aborderons aussi, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ces trois éléments. Bien sûr, il y a le départ des contingents de l'EAC, les départs kenyans et soudanais. L'Ouganda, j'allais dire, traîne les pieds, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a une entente entre Kinshasa et Kampala. Nous verrons tout ça. Mesdames et messieurs, nous voilà donc dans le sujet. Moi qui vous présente cette émission, c'est Jean-Marie Ndagijimana, le directeur et propriétaire de la chaîne des Grands Lacs. Voyons donc ce qu'il en est du premier sujet. Nous allons commencer par un ou deux discours que le président a fait dans la ville de Bukavu devant la population et nous essaierons ensuite de les interpréter. Nous voyons d'abord la population qui accourt, la population qui accourt pour voir le président de la République. Est-ce que c'est un succès ou comme certains l'avaient prévu, le président Tshisekedi n'a vu que quelques-uns de ses militants de l'UDPS? Ou est-ce vraiment la ville de Bukavu qui a accouru pour
le rencontraient pour lui exprimer leur soutien lors des élections du 20 décembre 2023, c'est-à-dire dans 10 jours. Dans 10 jours, on verra bien si la population soutient vraiment son président ou s'il s'agit comme on le sait en Afrique, les populations courent ou apportent des cadeaux au chef, en sachant que le jour venu, lorsqu'ils seront dans les urnes, ils seront tout seuls et pourront voter pour quelqu'un d'autre. Alors, voyons voir ce qu'il en est exactement à Bukavu. Qui sont là, qu'on voit sur l'écran au moins, accourent vraiment vers le lieu de la rencontre. Voilà, ça c'est un signe, hein, c'est un signe d'enthousiasme. Mais certains disent qu'ils ont peut-être été intéressés autrement. Bon, est-ce vrai? Voyons, ce qui est important, c'est quand même le discours du président Tshisekedi. C'est ça qui est important et qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il a dit à la population concernant notamment le Rwanda, concernant Paul Kagame, qui est considéré par le chef de l'État congolais et par la plupart des observateurs comme quand même l'artisan de la déstabilisation et des tentatives de balkanisation du Congo. Écoutons le président Tshisekedi parler à son peuple, notamment en disant qui est Kagame pour lui et ce qu'il compte faire contre cet envahisseur. Notre objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'introduction dans notre pays, l'intrusion dans notre pays de nos voisins belliqueux à travers l'AFDL. On pourra ainsi refermer cette parenthèse douloureuse et sombre pour la République démocratique du Congo. Na ndio hapo mlango iliyofunguliwa na AFDL tokea mwaka ya 1994 itafungwa kabla, kwani mambo hayo yatasaulika milele na milele. Et pour terminer ce point sécuritaire, je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Kwa kumaliza kipindi hicho, hivi huyo kiongozi wa Rwanda Bwana Kagame, yeye anapenda kuwa kama vile Hitler ule wa Jerumani, mlijua. Sasa mimi nasema kama nitamaliza mambo yake na kiburi yake. Là, ce discours a l'avantage d'être très, très clair. Pour le président Tshisekedi, donc, le président rwandais Paul Kagame, c'est un nouvel Hitler, hein, c'est le Hitler des temps modernes. Certains pourraient dire, mais qu'est-ce qu'il a attendu pour le dire et pour le dire ainsi? Il l'a dit, il a déjà dit en d'autres formes, hein, sous d'autres formules. Hein. On n'est pas toujours obligé de traiter ou de comparer Kagame à Hitler. D'ailleurs, on peut se demander qui des deux, entre Hitler et Kagame, a fait plus que l'autre. Parce que Hitler avait agressé et occupé la plupart des pays européens. Il est allé même jusqu'à quasiment Moscou. Paul Kagame a occupé le Congo depuis 1996 jusqu'à ce jour, hein, en tout cas une partie de la RDC. Hitler a commis un génocide contre les Juifs, contre les Tziganes,
et contre d'autres peuples européens, même si on ne le dit pas souvent, on ne les énumère pas, mais quand il y a des centaines de milliers de morts, même s'ils sont morts au combat, s'ils n'ont pas été recherchés parce qu'ils étaient français ou belges ou autres, on peut considérer quand même que c'était des génocides. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que des génocides alors qu'il y a d'autres crimes de droit international humanitaire. Mais Kagame, dans un seul et même pays, la RDC, il est resté plus longtemps dans ce pays qu'Hitler ne l'a fait dans les pays européens. 4 ans, 5 ans maximum dans certains pays européens. Il est vrai que les morts en Europe, consécutifs à cette guerre mondiale, ont dépassé sans doute les 8 millions ou les 10 millions si vous ajoutez les victimes russes, polonaises et autres. Le principal génocide, c'est le génocide contre les Juifs, mais il y a eu d'autres génocides. Kagame en RDC, pendant tout ce temps, cela nous fait quand même 27 ans qu'il hante les populations congolaises, que les populations congolaises n'entendent que ce nom, qu'ils n'ont que ce nom comme épouvantail. Cet homme, Kagame et son armée, qui sont allés en RDC, qui ont massacré les populations. On ne peut pas décompter les sites, conformément en tout cas au rapport mapping, les sites où l'armée rwandaise a commis des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Jusqu'à aujourd'hui, selon les statistiques officielles de plusieurs institutions, organismes des Nations Unies et surtout le recensement fait par la République démocratique du Congo, il y a eu plus de 12 millions de morts dans un seul et même pays. Donc, comparer Kagame à Hitler, c'est une chose, mais nous pouvons même dire que Kagame a été pire que Adolf Hitler dans la seule République démocratique du Congo. Si vous n'ajoutez pas tous les morts qu'il a laissés au Rwanda et même au Burundi. Nous parlerons dans une autre émission, après les éléments que nous avons reçus, des éléments très documentés, reçus de Kampala et de certains chercheurs ougandais, les crimes que l'armée de Kagame, lorsqu'il était encore en Ouganda, comme major de cette armée, lorsqu'il a occupé une partie du nord de ce pays-là, ce que les Ougandais appellent génocide contre les ressortissants du Nord. Nous verrons ça avec des éléments documentés, parce que les génocides commis par Kagame ne datent pas seulement à partir de 1990. Il avait commencé en Ouganda. Donc c'était un génocidaire vraiment professionnel et qui ne peut pas s'en passer. Donc, merci, Monsieur le Président Tshisekedi, d'avoir désigné Kagame par son nom, de l'avoir traité comme cela doit l'être, de génocidaire, mais j'ajoute personnellement que Kagame a fait pire qu'Adolf Hitler. Il faut que les Congolais le sachent, il faut que les Rwandais le disent, il faut que les pays, les populations de la région des Grands Lacs le sachent et le disent, mais il faut surtout que la communauté internationale l'accepte, ne continue pas de protéger ce criminel. Nous sommes aujourd'hui, le 10 décembre, la Journée internationale des droits humains. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme décrète, ou en tout cas décide de l'égalité des droits. Or, on se rend compte que dans notre région, la région des Grands Lacs, il y a des criminels qui ont le droit, qui ont eu un feu vert depuis la naissance de leurs armées ou de leur mouvement ou de leur gouvernement. Ils ont le droit de tuer. Et leurs victimes ne sont pas considérées comme des êtres humains ayant et bénéficiant des mêmes droits que les autres peuples. Il faut que la communauté internationale sache dire les choses, accepter et prononcer la même phrase que le président Tshisekedi a prononcée à Bukavu. Il faut que Paris se réveille
Parce que la France soutient bien sûr Paul Kagame dans divers domaines. Et nous disons que lorsque vous soutenez un criminel, un jour, vous pouvez en être accusé et devoir vous expliquer pourquoi vous avez soutenu un régime criminel, génocidaire, un régime qui attaque les pays de sa région sans raison aucune que pour essayer d'occuper son territoire et de massacrer au passage les populations, comme cela a été le cas au cours de ces 27 dernières années. Il faut que les États-Unis acceptent de le dire. Hitler, il est vrai, il a commis des génocides contre les Juifs, contre les Tziganes, et contre les Polonais, contre les Russes, contre les autres peuples de l'Europe. Mais ce n'est pas parce qu'il s'appelait Hitler et qu'il est le seul à pouvoir endosser les habits, ou plutôt porter des habits de génocidaires. Nous avons des génocidaires en Afrique. Les peuples africains, les populations africaines méritent d'être considérés comme des êtres humains à part entière. On n'est pas moins homme ou moins femme parce qu'on est africain, noir et de la région d'Afrique des Grands Lacs. C'est un élément que je tenais absolument à ajouter à la déclaration du président Tshisekedi à Bukavu. Il est allé aussi à Uvira, Fizi. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas d'éléments sur un quelconque discours qu'il aurait fait à Goma. D'ailleurs, c'est un élément très attendu hein, pour ceux qui ont eu éventuellement des vidéos ou des éléments. J'aimerais bien en recevoir dans les commentaires. Parce que Goma est sous la menace du M23. C'est là que nous allons commencer à parler de la situation sécuritaire. Depuis quelques jours, il y a la guerre qui se poursuit. Depuis le départ notamment des contingents kenyans de l'EAC, on se rend compte qu'en fait, l'EAC, c'est-à-dire la communauté d'Afrique de l'Est, dont est membre la RDC, le Rwanda, le Kenya bien sûr, l'Ouganda, la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Burundi, on se rend compte que les contingents de certains pays qui étaient stationnés depuis plusieurs mois dans le pays de Tshisekedi, que ces contingents, au lieu de combattre les rebelles désignés par les différentes déclarations des chefs d'État de la région, à Luanda et à Nairobi, c'est-à-dire le M23, en réalité, le M23, une partie de l'armée rwandaise, au lieu de combattre donc ces rebelles, eh bien, les contingents kenyans et ougandais s'interposaient tout en servant de mur de protection à ces rebelles qui venaient derrière. Chaque fois que les contingents EAC avançaient, les rebelles du M23 avançaient derrière et l'armée congolaise et les patriotes ouazalendo ne pouvaient pas tirer sur les troupes de l'EAC. Si c'est cela qu'on appelle interposition, eh bien, moi je dis que c'est plutôt de la trahison. C'est une façon de trahir le pays qui vous a appelé, non pas au secours, mais qui a convenu avec vous que vos troupes viendraient l'aider à mettre fin à cette guerre. Et au lieu de faire cela, vous protégez les rebelles, vous protégez le pays agresseur, le Rwanda en l'occurrence, et vous faites avancer la cause des rebelles contre les populations congolaises qui fuient leur village, qui abandonnent leur maison. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Plusieurs millions de Congolais sont dans des camps de fortune à gauche à droite, alors que le M23 avance. Il a suffi, on l'a vu, ce n'est pas une coïncidence fortuite, il a suffi que les premières troupes, les premiers éléments de la force kenyane de l'EAC prennent l'avion à Goma pour rentrer dans leur pays, pour que le M23 avance avec fulgurance. Le M23 armée rwandaise, parce que la veille, ils avaient reçu des milliers de soldats rwandais en soutien qui sont venus du Rwanda. C'est tout simplement là la preuve, en fait, que les Congolais ont été abusés par leurs voisins. Mais qu'à cela ne tienne, on sait au moins qui est ami et on sait qui peut trahir les pays membres de l'EAC.
seules les troupes burundaises, seuls les contingents burundais de l'EAC ont fait leur travail. Cela est accepté par tout le monde, notamment les bénéficiaires de son action en RDC, que ce soit au nord ou au sud Kivu. Le départ de l'EAC, les contingents de l'EAC, a suivi une décision qui a été prise par les chefs d'état-major de ces pays. Je vais voir si j'ai le communiqué pour le partager avec nos téléspectateurs. Eh bien, ce communiqué lui-même est assez ambigu. Hein. Et il est assez ambigu, je trouve. Hein. Je trouve que... Alors, je vais le lire quand même. Je vais le lire pour que ceux qui ne l'ont pas eu en main, qui ne l'ont pas eu sous les yeux, qui ne l'ont pas lu, sachent ce que contient le communiqué résumé. Alors, ils disent, les chefs des forces de défense de l'EAC adoptent le plan de sortie de l'EACRF, hein, de l'Est de la RDC, vendredi 8 décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, 2023, les chefs d'état-major et des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est ont convoqué une réunion extraordinaire qui avait été prévue, rappelez-vous, par les chefs d'État. Cette réunion a eu à Arusha, en République unie de Tanzanie, le mercredi 6 décembre 2023, pour aborder les modalités de sortie des forces régionales des communautés de l'Afrique de l'Est suite à la décision de la République démocratique du Congo. Au moins là, ils disent que c'est le Congo qui a décidé. C'est tout à fait conforme à la réalité et à ce qui doit être fait. Donc le Congo prend l'initiative et les autres doivent s'exécuter. Donc, suite à la décision de la RDC de ne pas prolonger le mandat actuel qui expire aujourd'hui, le 8 décembre 2023. Et c'est ce qui était prévu depuis quelque temps. La réunion du CDF, les chefs d'état-major des forces armées de cette région, a confirmé la décision de la RDC. Contrairement, rappelez-vous, dans notre dernière émission sur le sujet, la presse rwandaise, le gouvernement rwandais, les institutions du Rwanda, toute la presse officielle de Kigali avaient dit que cette décision n'avait jamais été prise ni confirmée. Eh bien, dans le communiqué des chefs militaires, ils disent la réunion du CDF-S a confirmé la décision de la RDC et a recommandé au ministre de la Défense de l'EAC que le EACRF cesse officiellement ses opérations dans l'est de la RDC avec effet au 8 décembre 2023. Voilà une décision au moins qui, pour la première fois, est suivie des faits dans les paroles. On verra ensuite si cela est le cas réellement. En outre, les pays contributeurs de troupes doivent commencer le retrait de leurs forces de l'Est de la RDC conformément au plan de sortie adopté. Donc, il y a un plan qui a été adopté, notamment le Kenya qui a déjà retiré 300 soldats et le Soudan du Sud devrait retirer 287 soldats d'ici à la fin de la journée de ce vendredi. C'est aussi le cas. Le Sud-Soudan a retiré 287 soldats, voire plus, parce qu'on ne va pas les compter. Par la suite, les troupes restantes de l'EACRF, y compris les contingents ougandais et burundais, poursuivront leur retrait et leur réarrimage de matériel par voie aérienne et routière, respectivement, du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. La dernière composante à partir sera le quartier général de l'EACRF. La Réunion a par ailleurs exprimé ses inquiétudes concernant les affrontements en cours dans les zones d'opération conjointes où les troupes de l'EACRF sont déployées. Et cette réunion a donc exhorté les forces armées de la République démocratique du Congo, le M23 et d'autres groupes armés
à cesser les hostilités afin de permettre la poursuite des processus de paix. Leur mission de trouver une solution durable aux problèmes qui affectent gravement la population. C'est dans ce paragraphe qu'on trouve l'ambiguïté de la mission de l'EAC. Ils ont toujours utilisé cette formule pour masquer la réalité. La guerre en question se passe où? Elle se passe au Congo. Le gouvernement congolais a déjà déterminé qui est l'agresseur et qui est son ennemi sur le terrain. Pour la RDC, c'est le M23 aidé et soutenu par l'armée rwandaise qui est présente sur le sol du territoire congolais. Mais les forces de l'EAC reviennent encore pour dire qu'il doit y avoir un cessez-le-feu, que tout le monde doit cesser les hostilités, y compris les FARDC et d'autres groupes armés. Quand ils disent les autres groupes armés, en fait, ils désignent les Wazalendo, alors que les Wazalendo ne dépendaient pas de l'EAC. L'EAC était venu, selon les discussions qu'il y a eu à Luanda ou à Nairobi, pour aider le Congo à neutraliser le M23. C'est clair et net. Et donc, il y a toujours quand même cette ambiguïté et on ne craint que partout où vont les chefs d'État de la région de l'EAC, eh bien, ils ne disent qu'ils n'ont pas pu terminer leur mission parce que voilà, le Congo soutient les Wazalendo, qui sont des citoyens congolais ayant le droit de défendre leur territoire. Mais cette ambiguïté ne va pas durer longtemps. Ils sont partis, ceux qui sont partis. Les autres doivent le faire. Les Ougandais traînent les pieds parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Le chef de la mission ougandaise a dit qu'ils attendaient des instructions, des ordres, pour pouvoir quitter la RDC. Mais on sent, et les populations de Bunagana le disent, on sait aussi qu'il y a des troupes qui arrivent. Des troupes ougandaises et rwandaises qui entrent par Bunagana avec du nouveau matériel. En même temps, il y en a d'autres qui partent. Aller démêler cela, il faut vraiment être, je ne sais pas, Dieu pour pouvoir démêler tous ces petits détails, savoir qui entre, qui part. Ils ont tous probablement le même uniforme. Et c'est cela que l'armée congolaise devra faire après le départ de toutes ces forces, de tous ces contingents de l'EAC. Même l'Ouganda doit retirer ses troupes, si telle est la volonté de la RDC. Si l'Ouganda ne retire pas ses troupes contingent EAC, ça veut dire que l'Ouganda aura décidé d'investir et de s'investir militairement contre la RDC et aux côtés du M23. C'est ce que beaucoup pensent et c'est ce qui apparaît lorsque vous suivez les déclarations des uns et des autres, notamment du fils Museveni, que ce soit les vieilles déclarations ou les déclarations actuelles. On se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher aux Congolais, mais je pense que après les élections du 20 décembre, il y aura des choses à clarifier. Et donc, le dernier paragraphe, c'est alors que le CRF se prépare à quitter l'Est de la RDC, le gouvernement de la RDC a assuré la Réunion de son engagement à garantir que la force bénéficie de la sécurité et l'assistance nécessaires lors de ses déplacements vers le lieu de transit respectif, l'aéroport international de Goma et les postes frontières. Quel poste frontière? Puisque le poste frontière de Bunagana est occupé par les contingents EAC une fois encore, ougandais. Donc, s'il y a des incidents à Bunagana, ça ne peut être mis sous la responsabilité du gouvernement congolais qui ne contrôle pas Bunagana. C'est un paragraphe qui devra être clarifié autrement. Voilà, eh bien, je suppose que le partage a été bien fait et que même si ça n'a pas été bien fait, en tout cas, j'ai lu le communiqué et ceux qui suivaient la lecture ont compris la véritable nature de ce communiqué. Je vais vous partager aussi, si cela est possible, le communiqué intégral
signé par les chefs militaires. Il est en anglais malheureusement, mais je vais vous montrer la partie essentielle, comme on le fait de temps en temps. Je vais vous montrer la première page et puis le contenu est le même que ce que je viens de vous lire en anglais. Eh bien, voilà. Je suppose que vous voyez donc, ESC Confidential, c'est réunion extraordinaire des chefs d'État, plutôt des chefs de défense et de sécurité de l'EAC en République démocratique du Congo. C'était donc le 6 décembre que la réunion a eu lieu. Voilà, on ne va pas revenir sur les détails. Tout est contenu dans le communiqué que je viens de vous lire, mais pour confirmer l'identité des signataires, je préfère quand même qu'on aille jusqu'au bout de ce communiqué. Eh bien voilà les chefs militaires qui étaient présents. Il y avait le lieutenant-général Jean-Paul Habimana, qui est burundais. C'est un Deputy Chief of Defense Force, c'est l'assistant du chef de la force burundaise. Il y a le professeur docteur-major général Mamba Moubiaï Augustin. Lui, il est congolais. C'est un commandant du collège des études stratégiques et de défense en RDC. Ensuite, il y a le général Francis Omondi, qui est le chef des forces de défense kenyanes. Alors, il y a aussi le général Mubarak Muganga, qui est rwandais. Il était là. Le Rwanda ne va pas dire qu'ils n'ont pas pris de décision, alors que le général Muganga, qui est le chef d'état-major de l'armée rwandaise, était présent à cette réunion du 6. Il y avait ensuite le général Maloual Majok, qui est du Soudan. C'est un général aussi chef de l'administration de la défense. Le général Wilson Bassou Mbadi, c'est le chef des forces ougandaises. Et puis, il y a le major général Amri Salim Mwami, Chief of Medical Service Tanzania People's Defense Forces. C'est un général médecin des forces tanzaniennes. Voilà. Donc, vous avez compris donc que la décision de partir, de quitter la RDC a été prise. Maintenant, on peut se demander pourquoi ils ont divisé les contingents en deux parties. Il y a d'abord le Kenya et le Sud-Soudan qui partent les premiers. Ensuite, ils ont décidé que l'Ouganda et le Burundi partiraient en second lieu. Alors, retenons et rappelons que ces deux pays ont deux catégories de contingents en RDC. Le Burundi, comme le Kenya, est présent au Burundi. Non, le Burundi et le Kenya sont présents en RDC à double titre. Ces deux pays ont des contingents qui ont été envoyés sur une base bilatérale, qui ne font pas partie des contingents EAC. C'est le cas du Burundi, des troupes burundaises qui sont dans le sud Kivu, mais aussi probablement dans le nord Kivu, parce que là, c'est une affaire bilatérale, ils ne sont pas obligés de faire rapport. L'Ouganda, pareil, il y avait déjà des contingents qui sont venus au Congo dans le cadre de la mission de neutralisation des ADF. Et c'est une mission qui devait mener de concert avec l'armée congolaise. Et puis ensuite, il y a les contingents, proprement dit, de l'EAC. C'est peut-être pourquoi, autrement ça ne s'explique pas, c'est peut-être pourquoi ils ont décidé que les deux pays seraient les derniers à se retirer de RDC, le temps de voir si il y a une possibilité, c'est que les contingents EAC soient versés au contingent de coopération bilatérale pour continuer à assister la RDC, mais cela ne peut être décidé contre la volonté de la RDC. C'est le gouvernement de Kinshasa qui doit décider qui suivra
quel pays va être accepté sous ce chapitre-là, c'est-à-dire transformer les contingents EAC en contingents d'intervention bilatérale. Cela est possible. Ou alors, c'est tout simplement parce que ces deux pays ont des frontières directes avec les deux Kivu et qu'ils peuvent se retirer surtout par, bien sûr, par l'aéroport de Goma, hein, par l'aéroport international de Goma, mais surtout aussi par la frontière terrestre. Cela est possible. L'Ouganda par Bunagana, on verra bien. Je ne vois pas pourquoi les militaires ougandais devraient prendre un avion ou des avions à Goma, alors qu'ils peuvent partir comme ils sont venus par Bunagana, sous le contrôle de l'armée congolaise, naturellement, parce que ça ne peut être sous leur propre contrôle, parce que, ou alors sous le contrôle du M23. Non, c'est l'armée congolaise qui devrait être présente à Bunagana pour remplacer les troupes de ce pays à Bunagana même et récupérer le terrain. On ne peut pas concevoir que l'Ouganda laisse ce territoire au M23 ou à l'armée rwandaise. Ce serait un acte d'agression avéré. Et donc, le Congo pourrait réagir à sa manière pour mettre fin à cette situation. Le Burundi, la même chose. Sachant que le Burundi, quand même, jusque-là, il a tout fait en conformité avec le processus de Luanda et de Nairobi, et qu'il n'y a pas lieu de douter de sa bonne foi. Ce qui n'est pas le cas de l'Ouganda. D'ailleurs, d'ici quelques jours, je vous présenterai un article, une chronique sur le président Museveni et ses visées, ses velléités sur la RDC qui dure depuis 1996, comme le Rwanda d'ailleurs. Museveni, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas l'ange qu'on présente, qu'on essaie de nous vendre. C'est un homme qui a des visées sur le Congo. C'est un homme qui aide le M23 de façon diplomatique en tout cas, qui ne cesse jamais de déclarer que le M23 mène une guerre juste. Quand un chef d'État voisin vous dit que les rebelles, ceux que vous appelez les rebelles, sont chez vous et qui combattent le gouvernement, votre gouvernement, et que leur guerre est juste, ça veut dire qu'il est prêt, ce gouvernement-là, il est prêt à les aider à faire gagner leur cause, qui est juste d'après le président Museveni. Nous n'allons pas en dire plus aujourd'hui, nous attendons les résultats de la décision d'Arusha, c'est-à-dire le retrait des troupes de l'EAC. Nous sommes à 10 jours, je rappelle, des élections du 20 décembre. Et donc, certains peuvent attendre, gagner du temps en se disant, tiens, si le président actuel ne gagne pas, nous aurons la possibilité de rester, de remplir notre programme avec un autre qui aurait remplacé le président Tshisekedi. Mais nous pensons, comme nous allons le démontrer, les populations du Nord Kivu, en tout cas, soutiennent le président Tshisekedi. Quand je dis les populations, je parle surtout des populations combattantes. Les populations combattantes, les patriotes, qui ne souhaitent pas qu'il y ait un changement de régime ou un changement de gouvernement à la tête de la RDC. Je ne prends pas position, je traduis un peu ce que les combattants Wazalendo disent et écrivent. Je vais donc vous partager le communiqué de Wazalendo. Le communiqué de Wazalendo qui est sorti... attendez, je vais vous le partager celui-là aussi parce que c'est important. C'est important que les gens sachent ce que la population du Nord Kivu, à travers leurs enfants, leur jeunesse, est réunie au sein des Wazalendo, ce que ces derniers pensent des élections à venir et pourquoi ils ont fait le choix. Je vais vous lire ce communiqué, c'est important. Je suppose que ce n'est pas comme certains le disent, parce qu'ils auraient reçu des cadeaux, ou même si c'était cela, écoutez, ils vendent leur sang. Ces jeunes gens sont prêts
à mourir pour sauver leur pays. Et parmi les candidats, s'ils ont opté pour soutenir un candidat bien déterminé, c'est parce qu'ils savent ce qu'il leur a apporté, ce qu'il peut apporter aussi à la population de leur région, notamment du Nord Kivu. Donc, je vous partage le communiqué et je le lis une fois encore afin que personne n'en ignore. Parce que c'est important qu'on sache ce que pensent les Wazalendo qui s'appellent les volontaires pour la défense de la patrie, VDP RDC Wazalendo. Alors, c'est un communiqué qui est sorti le 9 décembre, c'est-à-dire hier, et qui porte les signatures des chefs des mouvements Wazalendo, des patriotes Wazalendo. Déclaration de soutien à la candidature du chef de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État actuel. Nul n'ignore que la crise que notre pays traverse, je vais lire intégralement, ce n'est pas moi qui le dis, je lis la déclaration des Wazalendo. Nul n'ignore que la crise que notre pays traverse depuis plusieurs décennies est la conséquence de la mauvaise gestion des régimes passés, voire de la colonisation, mais aussi de la complicité internationale, visant à maintenir à genoux notre pays pour continuer à piller nos ressources rares par le biais de pays voisins. C'est donc dans ce contexte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé au pouvoir en 2019, trouvant ainsi beaucoup de défis à gérer. Paragraphe 2. En dépit des velléités de la balkanisation du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu et tient toujours à assurer la souveraineté nationale en tant que garant de la nation et premier protecteur de l'intégrité du territoire national. Paragraphe 3. Dans son amour pour la patrie, il a reconnu l'héroïsme et le patriotisme des volontaires pour la défense de la patrie que nous sommes, autrement dit, Wazalendo. C'est pourquoi, unis comme un seul homme, nous, délégués des VDP, déclarons notre soutien total au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Alors, paragraphe suivant. À cet effet, nous invitons le peuple congolais à se ranger derrière sa candidature pour lui assurer un deuxième mandat afin de lui permettre de parachever ce qu'il a commencé et de sortir ce géant Congo du gouffre dans lequel il patauge depuis plusieurs siècles. Nous invitons aussi ce peuple congolais à préparer leurs esprits à la résistance, car la guerre nous imposée injustement par les méchants sera longue et populaire, comme l'avait déjà annoncé Mzee Laurent Désiré Kabila. Et Patrice Emery Lumumba dira, sans la lutte, nous n'obtiendrons rien, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Ils ont cité ceux qu'ils considèrent comme deux des principaux héros de RDC, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ils poursuivent à leur déclaration, faisant nôtre, au pluriel, faisant nôtre ces déclarations de nos héros nationaux, enthousiasmés par la reconnaissance de nos sacrifices par le garant de la nation, nous les volontaires pour la défense de la patrie, renouvelons notre serment de ne jamais trahir le Congo et de le défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nous invitons ceux qui doutent encore ou qui trahissent ce pays, qui doivent changer et se laisser embarquer par ce vent de la révolution. À ce prix, nos fronts seront dressés une bonne fois pour toutes
et nous serons effectivement libres à jamais. Quant aux élections du 20 décembre, le choix de la patrie, c'est le numéro 20. La partie ou la mort, nous vaincrons. Fait au maquis le 9 décembre 2023, les délégués des VDP. Alors, vous voyez la liste, puisque ce document est partagé. Il est signé par 15 chefs de Mai Mai. Hein. Il y a le premier Jules Moulumba, président, héritier Ndagendang, APSLS, Marcelin Chenkoko Nkuba, NDC, R, Obed Serengete, UPLC, Kaboto Monakoba, HURS, Kabuya David, MAC, Bilikoliko Mingenya, Gaseko, UPDC, Wenya Fariala, FPDC, Guy Alain Makulu, FPLS, FPLC, Patrick Konakelwa, si je lis mal certains noms, excusez-moi, c'est un groupe pygmée qui fait partie des Wazalendo. Contrairement à ce que certains pensent, les pygmées aussi participent à la libération de leur pays. Joël Makoro, MM Mahoro, je ne vois pas c'est peut-être le nom de leur groupe aussi, MM Mahoro, Ngomanzito, Caleb, FABB, signé, hein? Milenge Zela Bouma, MPFC, il a signé PO. Aimable Maboulizi Bilose Bichambuke, c'est le groupe qu'on connaît. Bilose Bichambuke, c'est, je pense, un groupe du Bushi. Et puis Mika Mutanga MDP, des Wazalendo d'Uvira. Voilà donc pour ce communiqué. C'est un communiqué de reconnaissance et un communiqué de soutien. Je l'ai lu parce que je pensais qu'il était très important que ceux qui ne l'ont pas encore vu sachent que les Wazalendo ont déjà pris position dans l'élection du 20 décembre 2023. Alors, ceci dit, ils ont des difficultés certainement sur le terrain parce que le Rwanda a mis le paquet depuis le départ de ses alliés, les Kenyans, qui lui ont cédé la place qu'ils occupaient. Les contingents kenyans occupaient une partie du territoire du Nord Kivu. Ils l'ont cédé directement au Rwanda et au M23. Donc, on ne va pas penser qu'il y a eu des actes de bravoure de la part du M23. Non, 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 non. C'est le Kenya qui a trahi et qui a laissé le front qui aurait dû normalement être directement occupé par les FARDC. Les FARDC n'ont pas vu venir et ils ont été trahis ainsi. Mais la guerre n'est pas terminée. Même à Mushaki, pardon. Les FARDC et les Wazalendo ont eu des difficultés, mais ça ne sera tardé. D'après les informations que nous avons à partir du terrain, apparemment, ça se passe bien aujourd'hui. Depuis hier, les Wazalendo reprennent du terrain. Alors, ce sont les principaux sujets qu'on aurait aimé aborder aujourd'hui. D'après nous, c'est l'essentiel des sujets qu'on voulait vraiment partager avec nos auditeurs, nos téléspectateurs et téléspectatrices, les amis fidèles de La Voix des Grands Lacs. Et nous pensons que à ce jour, principalement, nous sommes le 10 décembre 2023, et nous devons rappeler que chaque année, la Journée internationale des droits humains, c'est bien sûr l'occasion aussi de lancer des appels. Le 10 décembre est l'occasion de célébrer, aujourd'hui, le 10 décembre 2023, on célèbre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies à Paris
en décembre 1948, c'est-à-dire qu'il y a 75 ans exactement que la déclaration a été signée. Dans son article premier, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cela semble être le cas de manière générale. Le seul endroit au monde où cet article n'a quasiment pas de valeur, c'est malheureusement dans la région des Grands Lacs, suite à la situation créée par le régime de Paul Kagame, aussi bien au Rwanda que dans les pays voisins, surtout en RDC. Je l'ai dit au début de cette émission, nous devons nous rappeler à chaque fois que l'armée rwandaise a provoqué la mort de plus de 12 millions de Congolais. L'armée rwandaise a commis un génocide au Rwanda depuis le 1er octobre 1990, y compris pendant le génocide contre les Tutsis en 1994. D'ailleurs, un génocide auquel l'armée de Paul Kagame a participé, a provoqué, a encouragé et a refusé à la communauté internationale d'intervenir pour arrêter ce génocide. Mais dans le même temps, il continuait à commettre un génocide contre les Hutus, lesquels d'ailleurs ont dû fuir, et le président Kagame a ordonné à son armée de les poursuivre en RDC en 1996. Et tous les rapports aussi le disent. En même temps que le président Kagame et son armée et les rebelles congolais qui l'accompagnaient massacraient les populations congolaises, l'armée rwandaise était occupée aussi à massacrer les réfugiés rwandais, Hutus, qui étaient en RDC. Nous lançons donc un appel. Nous savons que la parole ne suffit pas. On nous dit souvent, mais battez-vous pour libérer la parole, pour libérer les droits dont vous êtes dépourvus. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons poursuivre la lutte, chacun avec ses moyens. Nous, nos principaux moyens, c'est la parole, ce sont les déclarations, c'est les appels, c'est les alertes. Et nous pensons que ça, on atteint un peu nos objectifs progressivement, même si nos peuples restent sous la férule du régime de Paul Kagame, aussi bien au Rwanda qu'au Congo, qu'au Burundi et ailleurs. Donc, nous lançons un appel vraiment pour que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme ait son sens. Il faut que les pays occidentaux, notamment qui financent Kagame et qui ont le dernier mot au sein du Conseil de sécurité, il faut que ces pays-là, on les connaît, osent un jour demander des comptes à Paul Kagame et à son régime pour ces génocides commis dans la région. Le mapping report, le rapport mapping donc, de 2010 qui a été publié en octobre 2010, dit tout, donne tous les éléments. Nous ne voyons pas pourquoi, lorsque des Africains sont massacrés à grande échelle pour atteindre aujourd'hui plus de 12 millions de Congolais, plus de 500 000 Hutus tués au Congo et des centaines d'autres massacrés au Rwanda, nous ne voyons pas pourquoi Paul Kagame reste impuni, et au contraire, qu'il est reçu dans les palais à Paris, à Londres, à Washington et ailleurs. Reçu dans les palais et traité comme un héros, alors que c'est un génocidaire. Nous le disons et nous profitons de ce moment tout de même pour souhaiter à toutes les victimes des génocides commis contre l'armée de Paul Kagame dans la région des Grands Lacs, à leur souhaiter, j'allais dire une bonne fête, ce n'est pas une fête, une bonne journée internationale de commémoration de toutes les victimes de ces génocides. Et c'est sur cette parole que nous allons conclure notre émission de ce soir. Lorsque nous parlons de la sécurité en RDC, au Rwanda et ailleurs, des massacres qui s'y perpètrent, lorsque nous parlons des discours de tel chef d'État ou de tel autre
Eh bien, ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est pour continuer à expliquer au monde et à ceux qui ne savent pas quelle est la vraie nature du régime qui dirige aujourd'hui le Rwanda. Nous parlons de temps en temps des régimes des pays voisins aussi, mais il se fait malheureusement que l'insécurité, les violations des droits humains et les violations de la paix dans la région des Grands Lacs ont quasiment pour 90% d'origine Kigali, c'est-à-dire le régime de Paul Kagame. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis dans cette émission et à nous revoir très bientôt, probablement à partir du début de la semaine, avec certains chroniqueurs que vous connaissez qui m'accompagnent de temps en temps dans ces émissions. Et je profite de l'occasion aussi pour excuser la chaîne des Voix des Grands Lacs parce qu'hier, nous avons eu une attaque en règle. Nous n'avons pas pu émettre et diffuser notre programme en direct. Nous avons tout essayé. Le serveur était bloqué. Et pour finir, nous avons su qui l'avait fait. Ça s'est passé au niveau de YouTube, mais c'est un agent. D'ailleurs, c'est venu du Congo et nous avons le nom de la personne euh, qui avait hijacké, qui a vraiment hijacké. Il a fait un hacking en règle et nous n'avons pas pu émettre. Aujourd'hui, nous avons dû nous remettre à la vieille méthode d'enregistrer l'émission et de vous la soumettre. Mais techniquement, l'émission en direct devrait être possible à partir de demain. Je vous remercie beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à nous dire que vous aimez nos émissions ou si vous ne les aimez pas, vous nous le dites aussi. Mais tout de même, la chose à faire, qui n'est pas compliquée, c'est d'appuyer sur le like, c'est-à-dire d'aimer nos émissions. Comme ça se trouve sur le bas de chaque émission. Like, vous aimez, il y a ce signe-là, vous appuyez dessus une seule fois parce que vous ne pouvez pas le faire deux fois. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche qui est à côté de s'abonner ou subscribe. En cliquant sur la cloche, vous avez ainsi la possibilité d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission et nous vous en serons gré. Ce n'est pas pour rien que nous vous appelons nos fidèles auditeurs, nos amis, ceux qui soutiennent cette chaîne et qui nous donnent la raison d'être du travail que nous faisons. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt.